Il est l'un des personnages les plus légendaires de la Grande Russie. Le temps ne nous a pas permis de découvrir qui était véritablement cet homme. Était-il un homme bon qui aidait son prochain et qui avait le pouvoir de guérison? Ou était-il simplement un homme méchant qui vivait dans la débauche et qui dissimulait ses réelles intentions? Voici l'histoire d'un homme qui est parvenu à être l'un des plus puissants en Russie, Raspoutine. L'année de la naissance de Raspoutine est incertaine. Elle se situe entre 1869 et 1872. Il est né à Pokrovskoï, en Sibérie. Sa famille était des moudjiks, des gens qui étaient considérés dans l'Empire russe comme des esclaves. En 1861, Alexandre II avait aboli le servage des moudjiks, qui constituait plus de 80% de la population du pays. Ils avaient maintenant leur liberté et droit à la propriété de la terre. Malgré tout, les moudjiks demeuraient très pauvres, car ils devaient acheter leur liberté de leur maître, ce qui prenait plusieurs années. C'est dans cette région, aux prises avec une grande pauvreté, que Grigori Raspoutine voit le jour. Sa famille était parvenue à améliorer sa condition sociale en acquérant des terres, ce qui permit au jeune Grigori de vivre dans une certaine aisance. Mais il est illusoire de croire qu'il ait pu grandir dans un environnement sécuritaire. La vie à Pokrovskoï était une vie dangereuse, avec des meurtres, des viols et des agressions. Grigori Raspoutine grandira dans un monde de violence. La jeunesse de Raspoutine est très peu documentée. Son père se nommait Yefim. Il avait épousé Anna Parchuskova en 1863. Le couple aura 7 enfants, qui sont presque tous décédés durant la petite enfance. Il semble que Grigori serait l'un de leurs seuls enfants qui aurait atteint l'âge adulte. Il est possible qu'un 9e enfant ait pu survivre, Fédosia Raspoutine, qui serait la seule sœur que Raspoutine aura connue au cours de sa vie. L'histoire n'a pu cerner complètement le personnage de Raspoutine, malgré l'importance qu'il a eue dans la société russe. Les informations vérifiées sur son adolescence et ses jeunes années recèlent encore beaucoup de mystères. La documentation sur la période qui précède son arrivée à Saint-Pétersbourg est à peu près inexistante. Les rumeurs nous parlent d'une adolescence très trouble. On lui prête à son tout jeune âge une vie de dépravé et de débauche. On le décrit comme un voleur de chevaux et un grand buveur. Vrai ou faux, il est impossible de le confirmer de façon certaine, car toutes ces rumeurs ne sont pas prouvées. Il semblerait qu'on lui a bâti cette réputation après son arrivée dans la grande société de Russie. Une autre histoire nous raconte que durant son adolescence, il serait tombé dans un lac gelé. Son frère l'aurait sauvé d'une noyade certaine. Si Raspoutine a survécu de justesse à une forte fièvre, il en fut autrement pour son frère qui décédera des suites d'une pneumonie. On raconte qu'il a plongé par la suite dans un mysticisme. Il entendait des voix et se déclarait par la suite guérisseur. Il n'est plus un voleur qui vit une vie de débauche. Il est maintenant quelqu'un qui est dédié à Dieu et qui fait le bien. D'autres le décrivaient comme un passionné de la Bible, en discussion avec des théologiens et en pèlerinage constant à travers le pays. Il se serait marié en 1888 avec une femme qui se nommait Praskovia Fyodorovna, qui lui donna 5 enfants. En 1897, on le décrit comme un moine, mais il est certain qu'il n'a jamais fait partie de l'Église orthodoxe russe. Il aurait abandonné sa famille sans se retourner pour se rendre à Saint-Pétersbourg en 1903.
Pour le reste, on n'en sait que très peu sur la vie de Grigori Raspoutine entre 1869 et 1904. Il commencera à faire parler de lui à son arrivée à Saint-Pétersbourg, car il était quelqu'un qui savait captiver les gens quand il parlait. Des personnes influentes, comme des chefs religieux, vont lui permettre de se faire connaître très rapidement. Raspoutine sait se faire écouter. Tout ceci lui permettra de faire son chemin dans la société russe et d'atteindre des sommets que personne n'aurait pu imaginer. Si la jeunesse de Grigori Raspoutine est pleine de points d'interrogation avec des histoires non documentées, il en sera autrement lorsqu'il fera son arrivée à Saint-Pétersbourg en 1903. Pendant des années, Raspoutine sera une figure dominante de la société russe, au point où plus de 100 ans après sa disparition, on continuera à parler de lui et on tentera de percer ses mystères. Les photos nous amènent la preuve indiscutable que Raspoutine n'était pas un homme très beau. Son grand pouvoir d'attraction et sa personnalité vont faire en sorte que son physique sera bien secondaire. Il est charismatique, il prêche la bonne parole et il est guérisseur. Il s'impose rapidement. On fait appel à ses talents. On l'écoute quand il prêche la bonne parole. Il devient une référence. On adore Raspoutine dans le tout Saint-Pétersbourg. Un moudjik qui vient du fin fond de la Sibérie est en train de mettre la grande société russe à ses pieds, et ce n'est que le début. Tous ces grands contacts qui l'amènent dans la bourgeoisie de Saint-Pétersbourg vont faire en sorte que c'est bientôt la tsarine Alexandra Féodorovna, épouse de Nicolas II, qui va entendre parler de lui. Raspoutine est en train de se diriger vers les hauts sommets. C'est maintenant les Romanov qui vont lui ouvrir les portes du palais impérial. La tsarine sera subjuguée par Raspoutine. Elle sera, pour le meilleur ou le pire, sous son influence constante. Il sera le conseiller des tsars. Le règne machiavélique de Raspoutine va débuter. Alexandra a un fils qui souffre d'une grave maladie. Alexis, l'héritier du trône, est hémophile. Il se blesse en 1905 lors d'une partie de chasse. L'hématome à une jambe est énorme. Les médecins sont impuissants et ils annoncent aux parents que leur fils va mourir. Raspoutine fait son apparition. Il envoie un message au palais disant qu'il a prié et que le petit ne mourra pas. Il semble que l'état d'Alexis s'est amélioré aussitôt. Le jeune garçon est sauvé. Raspoutine vient d'accomplir un miracle. Sa crédibilité auprès de la tsarine ne fait plus aucun doute. Est-ce que cette guérison était un coup de chance? Il semble que oui. Raspoutine avait convaincu Alexandra d'éloigner les médecins de son fils. Le traitement par les aspirines cessa immédiatement, ce qui aida grandement Alexis à s'en remettre. Les propriétés anticoagulantes de l'aspirine n'étaient pas connues à l'époque. Il semble donc évident que l'arrêt du médicament a fait en sorte que l'état du jeune garçon s'améliora. Alexandra ne jurera plus que par lui. Dorénavant, Raspoutine sera toujours à ses côtés. La présence constante de Raspoutine aux côtés du couple royal ne sera pas au goût de tous. Les rumeurs le concernant sont constantes. Il fait conquête sur conquête. On lui prête une vie de débauche. En certains milieux, on l'accuse même de viol. Mais il semble intouchable. Il a des partisans qui affirment même qu'il délivre les femmes de leur appétit sexuel. Raspoutine semble intouchable. Il mène une vie de débauche. Il agresse des femmes. On tente de faire comprendre à Nicolas II que la présence de ce charlatan peut même mettre en péril son régime.
mais Nicolas II reste sourd à ses avertissements. La tsarine Alexandra est heureuse avec Raspoutine à ses côtés, qu'il en soit ainsi. Nicolas II fera une erreur qui lui coûtera la vie à lui et à sa famille, car d'après les historiens, la présence de Raspoutine à leur côté durant toutes ces années n'aura donné qu'une raison de plus aux bolcheviks pour les supprimer lors de la Révolution. À partir de 1912, la situation est intolérable pour tous ceux qui gravitaient autour des Romanov. L'influence de Raspoutine se propage même dans les décisions politiques de Nicolas II, qui était influencé par sa femme Alexandra. En ce qui concernait le clergé, il y avait maintenant moins d'un tiers des évêques qui étaient d'une fidélité à toute épreuve envers Raspoutine. Les choses vont s'empirer dès le début de la Grande Guerre en 1914. Nicolas II part pour la guerre. Raspoutine va pouvoir manœuvrer la tsarine à sa guise. Raspoutine va influencer Alexandra dans toutes ses décisions. Il va faire en sorte que tous ses amis obtiennent des postes au sein du gouvernement. Et encore pire, Nicolas II va recevoir des conseils militaires. L'aristocratie et les gens au gouvernement en ont assez de Raspoutine. Ses ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Il est un danger pour le pays et il discrédite les Romanov qui sont critiqués de toutes parts. La guerre est perdue pour les Russes qui ont été humiliés par les Allemands. Nicolas II revient au pays affaibli politiquement. Tous ceux qui supportaient Raspoutine commencent à lui tourner le dos. L'Église, les grandes familles qui sont jalouses de toutes les faveurs qu'il reçoit depuis 10 ans, on décide en haut lieu et secrètement que Raspoutine doit être éliminé. Une page importante de la Russie va bientôt s'écrire. Le prince Félix Lousoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch sont les deux personnes qui vont mettre au point le plan pour se débarrasser de Raspoutine une bonne fois pour toutes. Lousoupov ne connaissait pas personnellement Raspoutine. Il avait donc pris soin de le rencontrer régulièrement durant les mois précédents pour des soi-disant problèmes de santé. Les Lousoupov étaient une famille riche qui possédait un château à Saint-Pétersbourg, ce qui attirait évidemment Raspoutine. Maintenant qu'une amitié s'était installée entre les deux, Lousoupov décida de passer à la vitesse supérieure. Irina, la superbe femme de Lousoupov, était un appât de plus pour attirer Raspoutine au château. Tout est en place. Raspoutine était invité au château pour le 16 décembre 1916. Privé de sécurité, il sera dans une position idéale pour ses assassins. Le plan avait été soigneusement établi. Lousoupov avait préparé une pièce au sous-sol du château avec une lumière tamisée, décorée d'œuvres d'art et de chaises sculptées. La pièce était luxueuse à souhait, ce qui plaisait évidemment à Raspoutine. La table était montée d'une façon des plus raffinées. Sergueï Soukhoutine avait dissimulé du poison à l'intérieur des pâtisseries. Du cyanure avait été fourni par Lousoupov à Dimitri Pavlovitch pour qu'il le glisse dans le vin de Raspoutine. Rien n'avait été laissé au hasard. Le plan devait réussir. Par la suite, Lousoupov, avec son chauffeur Stanislav Lazovert, s'est rendu chez Raspoutine pour le ramener au château. Raspoutine avait une tenue soignée pour cette soirée. Tout avait été prévu pour qu'il croie à son arrivée qu'il y avait une fête au château. Il y avait de la musique que l'on entendait dès que l'on pénétrait à l'étage. Au moins 2 femmes sont arrivées en même temps que Raspoutine pour faire illusion.
Raspoutine sera déçu de ne pas apercevoir Irina Loussoupov, qui ne sera pas présente lors de cette soirée. Elle préférait se tenir loin de ce complot. Le grand moment va arriver. Les gens sont à table. Ils ont pris le repas ensemble. Tout se passe très bien. Les gâteaux sont offerts à Raspoutine, qui, peut-être guidé par un sixième sens, refuse poliment de les manger. Devant l'insistance de Loussoupov, Raspoutine finira par en manger à 2 reprises. Par la suite, c'est au tour du vin empoisonné d'être consommé par Raspoutine, et ce, à 2 reprises. Loussoupov constate que le poison ne semble pas faire effet sur Raspoutine. La réputation surhumaine de ce dernier semble réelle. Le temps passe, les invités se retirent dans une autre pièce. Après 2 heures, Raspoutine est toujours là, et il finit par s'endormir après avoir consommé du thé. Loussoupov ne sait plus quoi penser. Raspoutine devrait être décédé depuis longtemps, mais le poison ne semble pas avoir d'effet sur lui. Les meurtriers doivent changer leur plan et improviser. Félix Loussoupov se rend à l'étage pour consulter Vladimir Pourishkevitch et Dimitri Pavlovitch. Le trio décide que l'on devra abattre Raspoutine pour en finir avec lui. Loussoupov redescend avec un pistolet et tire immédiatement sur Raspoutine. Il croit l'avoir tué. Les 2 autres conspirateurs descendent rejoindre Loussoupov. Raspoutine est sur le sol, allongé. Stanislav Lazovert examine le corps et le déclare décédé. Quelques instants plus tard, Loussoupov constate que Raspoutine avait rouvert les yeux. Il écrira dans ses mémoires « Les yeux verts d'une vipère qui me regardait avec un air de haine diabolique. » Raspoutine se serait relevé brièvement en tentant d'attaquer Loussoupov, mais serait retombé à bout de force. Loussoupov retourna à l'étage et raconta que Raspoutine était toujours vivant. À son tour, Vladimir Pourishkevitch décide de descendre au sous-sol avec un pistolet. Il est bien décidé à en finir avec Raspoutine. Il constate qu'il n'est plus là, qu'il a réussi à sortir dans la cour. Pourishkevitch le rattrape facilement. Après 2 tirs ratés, il lui tire un coup dans le dos et un autre à la tête. C'en était fini de Raspoutine, le conseiller d'Alexandra. Les complices de Loussoupov transportèrent le cadavre de Raspoutine dans une voiture. Il était enveloppé dans une couverture épaisse et solidement attaché. Rendu au pont Petrovski, ils le jetèrent dans la Neva. À l'aube, tout était terminé. Le plan initial n'avait aucunement fonctionné. Raspoutine semblait immunisé contre les poisons. Les comploteurs avaient dû improviser un nouveau plan pour mettre fin au jour de celui qu'ils considéraient comme un imposteur, un moudjik de la Sibérie. Les rumeurs sur la disparition de Raspoutine se sont rapidement propagées à Saint-Pétersbourg. Alexandra est inquiète, son fidèle ami lui manque, il est indispensable pour la santé chancelante de son fils. La police repêche le disparu le 19 décembre 1916. Quand la nouvelle est confirmée, il n'y a plus personne pour regretter Raspoutine. Toute la population exprima sa joie. Il semble que ce n'était un secret pour personne. Félix Loussoupov et Dimitri Pavlovitch sont les auteurs de ce meurtre et on les considère comme des héros. Tout semble indiquer que le règne des Romanov tire à sa fin. L'autopsie révéla que Raspoutine avait été atteint 3 fois, sur le côté gauche de la poitrine, 1 fois dans le dos et 1 fois à la tête. 3 armes différentes avaient servi pour mettre fin à ses jours. Curieusement, les analyses ne révélaient aucune trace de poison dans le cadavre de Raspoutine.
Il semble finalement que Stanislav Lazobert avait renoncé à empoisonner leur invité. Il n'y avait pas de poison dans les gâteaux et dans le vin consommé par Raspoutine. Les auteurs de cet assassinat furent arrêtés rapidement par les autorités policières. Nicolas II exila Félix Loussoupov dans une de ses propriétés dans l'oblast de Belgorod. Dimitri Pavlovitch fut banni de la cour et envoyé au combat sur le front perse. Raspoutine fut enterré le 21 décembre 1916 au parc Alexandre. Seul Nicolas, Alexandra et quelques invités furent présents lors de cette cérémonie. Peu après, la révolution menée par les bolcheviks débuta. La demeure de Raspoutine a été découverte en mars 1917. Le nouveau gouvernement décida de la brûler. Le corps de Raspoutine fut exhumé et on décida aussi de le brûler. Il fallait effacer toute trace de lui. Le visage de la Russie était en train de changer de façon radicale. Nicolas II abdiqua le 15 mars 1917. Les Romanov furent exécutés le 17 juillet 1918. Des rumeurs ont circulé quant à l'implication des services secrets britanniques dans le meurtre de Raspoutine. En 2004, la BBC avait diffusé un documentaire qui affirmait que ce complot était l'œuvre du MI6, qu'un certain Oswald Reiner avait lui-même tiré le coup de feu fatal pour achever Raspoutine. L'ambassadeur britannique à l'époque, Sir George Buchanan, raconte dans ses mémoires qu'Oswald Reiner était un ami proche de Loussoupov, qu'ils avaient étudié ensemble à Oxford. Reiner se trouvait à Saint-Pétersbourg le jour du meurtre et se serait rendu au palais de Loussoupov. Reiner serait parmi les 3 agents qui auraient reçu l'ordre de Mansfield Cumming, le chef du renseignement britannique, de liquider Raspoutine. Selon une rumeur, Raspoutine tentait de dissuader Nicolas II de s'impliquer dans la Grande Guerre, au grand mécontentement des Anglais, qui avaient absolument besoin des forces russes pour combattre la puissante armée allemande. Il semble donc que l'élimination de Raspoutine était impérative. Bien que Reiner se trouvait bel et bien à Saint-Pétersbourg en décembre 1916, rien ne prouve que c'est lui qui a tué Raspoutine. Le professeur Keith Jeffrey de l'Université Queen's à Belfast affirme qu'il n'a trouvé aucune preuve de l'implication du MI6 dans cette affaire. Jeffrey a eu accès illimité aux archives des services secrets. Il est formel, les Anglais ne sont pas impliqués dans ce meurtre. Quoi qu'il en soit, ces rumeurs méritent d'être considérées. Reiner faisait partie des services secrets et il était un ami proche de Loussoupov. Il l'a même aidé à rédiger ses mémoires. Donc, rien n'est impossible. Des archives secrètes ont pu être détruites à l'insu du professeur Jeffrey. Grigori Raspoutine est né en Sibérie. Il était un moudjik, des paysans considérés comme des esclaves pendant plus de 250 ans. Raspoutine parviendra à grandir au sein d'une famille qui avait une aisance relative. Il deviendra une sorte de mystique qui va errer de contrée en contrée. Il se dira guérisseur et prêchera la bonne parole. Il se mariera et aura 5 enfants qu'il abandonnera sans se retourner. En 1903, il arrivera à Saint-Pétersbourg.
et captive les foules avec un pouvoir d'attraction sans égal. Il s'infiltre dans la haute bourgeoisie. Il se fait des contacts importants qui le mèneront jusqu'à la tsarine Alexandra Féodorovna, épouse de Nicolas II. Raspoutine guérit le fils hémophile d'Alexandra par un coup de chance. Dès lors, il sera le favori de la tsarine. Il pourra alors l'influencer de toutes les manières. Sa vie en était une de débauche, où il pouvait même se permettre d'agresser les femmes. Rien ne pouvait l'atteindre. Il était sous la protection des Romanov. Mais bientôt, tous les politiciens et la bourgeoisie vont se mettre à le haïr et vont compléter pour se débarrasser de lui. Le prince Félix Loussoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, avec l'aide de d'autres complices, sont les principaux conspirateurs qui ont mis fin au jour de Raspoutine. Ils ont affirmé qu'ils l'avaient fait pour sauver le régime, mais en vain. La révolution bolchevique était déjà en train de gronder et de bouleverser le pays. Le souvenir que laisse Raspoutine est aujourd'hui encore très contesté. Un homme de Dieu qui prêchait la bonne parole, un guérisseur, un homme bon pour les uns, un moine fou, un voleur, un usurpateur et un débauché pour les autres. Raspoutine demeure une figure légendaire dans l'histoire de la Grande Russie.